Voilà, bonsoir. Donc, on va poursuivre eh bien, cette exploration de l'exposition que je pense vous avez tous visité ou arpenté, notamment avec Guillaume Bonnel, Paysages éminents, observer les paysages d'Ille-et-Vilaine. Nous allons en parler donc avec Guillaume Bonnel, photographe, auteur d'une série d'images réalisées pour l'Observatoire photographique des paysages d'Ille-et-Vilaine, qui permettent d'analyser l'évolution de ces paysages, puisque le contrat était d'aller prendre des photos soit là où il y en avait qui existaient, soit de revenir à plusieurs reprises pour avoir le même point de vue et le même cadrage et pour constater ce qui change ou non. Vous avez également supervisé le livre qui accompagne l'exposition d'après photographie, relecture de l'Observatoire photographique des paysages d'Ille-et-Vilaine. À vos côtés, Michel Collin, paysagiste conseil au département, et à mes côtés, Michel Coquel. Donc, la difficulté, vous l'avez compris, ça va de ne pas m'embrouiller entre les Michel, photographe amateur qui a contribué donc au livre qui accompagne l'exposition. On va aussi voir avec une sélection d'images qu'on vous propose, certaines qui sont dans l'exposition et d'autres qui ne le sont pas, voir aussi d'où vous parlez, puisque vous avez des regards évidemment différents dans vos pratiques professionnelles ou amateurs de la photographie. Mais puisqu'on va parler de paysages, peut-être il est utile, alors je ne sais pas, c'est vous Guillaume Bonnel ou vous Michel Collin qui allez vouloir débuter, mais peut-être utile de nous dire ce qu'est un paysage en Ille-et-Vilaine, qu'est-ce qu'il caractériserait. Guillaume Bonnel désigne, pour que vous ne le regardiez pas, Michel Collin. Voilà, qu'est-ce qui compose un paysage en Ille-et-Vilaine? Hmm. Il y a des étages à cette question, parce que c'est quoi un paysage? Bon, et souvent, bon, pour aller vite, je dis qu'un paysage, c'est pas seulement ce qui constitue le territoire, les éléments qui constituent le territoire, mais le paysage, c'est aussi la relation qui existe entre ceux qui constituent le territoire et nous, les humains, qui vivons ce territoire, qui l'observons et qui en parfois l'imaginons aussi, et parfois aussi l'imaginons pour le futur. Donc ça, c'est pour une petite rapide définition du paysage, dans laquelle évidemment intervient pour beaucoup la question des représentations. Voilà, les photographies, la peinture, tout ça compte énormément. En Ille-et-Vilaine, bon, effectivement, l'Atlas des paysages, on en a parlé déjà tout à l'heure, a identifié 29 unités de paysages qui caractérisent ce qu'on peut appeler, enfin, ce qui caractérise le département sous l'angle du paysage. Et effectivement, on a différents types de paysages parce que, comme partout en Bretagne, il y a une grande différence entre la côte et l'intérieur des terres. Il y a une grande spécificité de l'Ille-et-Vilaine par rapport aux autres départements bretons, c'est Rennes. C'est-à-dire que c'est le seul département breton où la grande ville n'est pas au bord de la mer, elle est dans les terres. Donc ça, c'est vraiment spécifique à l'Ille-et-Vilaine. On aurait 2 heures devant nous, je vous dirais beaucoup d'autres spécificités. Hein. Il n'y a pas que des spécificités brétiliennes, il y a aussi quand même des caractères bretons, notamment le bocage, hein, qu'on va retrouver sur l'ensemble de la Bretagne. Mais forcément, la configuration géographique est unique, et notamment celle des vallées, des plissements qui vont faire varier les paysages du nord au sud, de l'est, d'est en ouest, etc. Je ne vais pas tellement plus loin parce que je crois qu'on n'a pas Mais trop vous de allez temps. y revenir au Voilà. fil de la conversation. Alors maintenant, la question, elle est pour tous les trois. C'est quoi pour vous un beau paysage, un bon paysage par la photographie? Parce qu'évidemment, vous partez d'un point de vue, il y a la dimension scientifique, la dimension de collectage d'images, mais il y a aussi la dimension scientifique, la dimension artistique. Guillaume Bonnel, c'est quoi un beau paysage dans une photo? Alors moi, je dirais qu'un beau paysage pour un photographe, en tout cas pour moi, c'est un paysage qui va s'affranchir des représentations antérieures, en quelque sorte, qui va s'éloigner le plus possible des manières dont on a montré ces paysages avant. C'est-à-dire de trouver une fraîcheur, un angle de vue qui est un peu différent, une petite chose qui va gratter un petit peu. Moi, j'aime beaucoup en fait, la banalité, les choses qui sont très ordinaires et voilà, il suffit de les regarder sous un certain angle, d'avoir une lumière un peu intéressante. Et donc c'est vraiment ça, c'est vraiment d'essayer, de s'efforcer, parce qu'on n'y arrive pas toujours, de s'affranchir de la présentation antérieure pour poser quelque chose de nouveau, en fait.
C'est-à-dire que ça va être assez compliqué pour vous quand vous allez sur certains endroits, notamment la côte à Saint-Malo et autres, d'essayer de trouver du nouveau ou de la fraîcheur dans les images qui sont abondamment véhiculées et photographiées. Tout à fait. C'est pour ça que sur la photo de Dinard à la promenade au clair de lune, on voit un vieux lampadaire des années 80, voilà, un peu suranné, qui se balance un peu comme ça. Et c'est pour ça aussi que, bon, là, je change de territoire, mais que j'ai par exemple du mal à photographier le territoire où je vis, qui est le Pays Basque, parce qu'il a été très très représenté, c'est très archétypal et c'est plus difficile, effectivement. Ouais. En fait, le photographe a besoin de dépaysement. Donc, soit le dépaysement, il arrive parce que c'est un territoire qui est nouveau et ça vient tout seul, soit il faut se mettre dans des conditions pour être dépaysé. Donc, ça peut être de la fatigue, par exemple. Ça marche bien. Passer une journée à marcher. Moi, je fais beaucoup de vélo pour les prises de vue. Donc, être épuisé, c'est une bonne manière d'avoir un regard qui change parce que tout d'un coup, on baisse un peu la garde, on est moins vigilant et on voit d'autres choses. Et vous, Michel Coquel, qu'est-ce qu'un beau paysage? Alors pour moi, un beau paysage, c'est un peu différent parce qu'à la base, je suis photographe animalier. Donc pour moi, un beau paysage, c'est surtout un beau biotope qui accueille les animaux que je recherche. Donc principalement l'Ille-et-Vilaine et principalement encore plus court que l'Ille-et-Vilaine, plus petit, ma commune, à Saint-Urial, donc un petit peu à l'ouest de Rennes. Et souvent, ce biotope-là, moi j'y vais très tôt le matin, très tard le soir, je le trouve beau. Il est tout le temps beau, mais à certaines périodes, il est magnifique en fonction des éclairages, etc. Donc c'est pas encore la même démarche que Guillaume, bien que je commence à m'y mettre suite à un stage, là, à un atelier. Et on voit l'évolution quand même. Même un biotope, je le vois évoluer depuis 45 ans que j'habite ma commune. On voit que le biotope évolue, bon, à cause de divers facteurs. Qu'on pourra peut-être développer après, mais succinctement. Et c'est surtout moi, comme je suis axé photo animalière, bon, un peu plus paysage maintenant, parce que du coup, je me prends au jeu, et on voit l'évolution quand même. Un beau paysage, pour moi, c'est surtout un beau biotope, et pas forcément un biotope bord de plage, je sais pas moi, les baignades de Tremelin, l'Andapigné, ça n'a rien à voir avec tout ça pour moi. Ce sont souvent des milieux assez reculés, même moi dans ma commune, j'en trouve toujours, quoi, des trucs presque inaccessibles. Même moi, des fois, j'ai du mal à les trouver. Et Michel Collin, je ne sais pas, oui, Guillaume Bonnet, vous laissiez rebondir. Michel Collin d'abord. Je trouve très intéressant ce qu'a dit Guillaume parce que c'est vraiment au cœur des problématiques paysagères. C'est le rôle des représentations qui ont installé des paysages. Et là, je pense que certains paysages extrêmement représentés, même si ça ne fait pas si longtemps que ça, je rappelle quand même qu'avant l'invention des bains de mer, la mer n'était pas belle. Elle n'était jamais représentée parce qu'elle était belle, elle était représentée parce qu'il y avait des bateaux dessus, en général. C'est venu plus tard, maintenant c'est installé, et cette installation de l'image crée aussi chez le public le sentiment de beauté. C'est-à-dire que c'est là qu'on entend les gens dire « Ah, c'est magique !» Et ce mot, souvent, je remarque, quand on dit « c'est magique », ça veut dire ce qu'on a devant soi ressemble aux images qu'on a dans la tête. Et ce que dit Guillaume, c'est que le photographe, l'artiste, va inventer de nouveaux paysages. Et ces nouveaux paysages, j'adore l'entendre dire que les nouveaux paysages, c'est ceux qui sont à côté de chez soi. Ça rejoint un objectif qui est le mien en tant que paysagiste. Et j'aime beaucoup cette idée-là. C'est-à-dire que les représentations du beau paysage ont souvent laissé penser que le paysage, il faut prendre sa voiture pour y aller, que c'est un paysage de destination. Et là, on invente la beauté du paysage qui est juste à côté de chez soi. Et ça montre aussi que c'est en dynamique. C'est pas figé à jamais. Ça bouge. Ça bouge. Et le travail des artistes, le travail des paysagistes, le goût des gens, tout ça font cette dynamique. Guillaume Bonnel, pour terminer cette question, avant qu'on commence à regarder quelques images, et voilà, je vous ai parlé du bord de mer comme paysage hyper vu, et là on est à Brocéliande, qui est, alors c'est pas forcément l'image la plus connue, mais aussi un territoire qui est abondamment représenté par l'image. Je vais faire vite, je vais juste rebondir un peu sur ce que disait Michel, c'est-à-dire qu'il y a un exemple très célèbre de ce que Michel vient d'expliquer, c'est les photographes de la Datar. Dans les années 80, l'agence de l'aménagement du territoire. Voilà, on envoie des photographes voir le paysage français, et ces photographes vont travailler beaucoup sur la banalité, sur les entrées de ville, sur des choses qui sont un peu, à l'époque, difficiles à regarder. Et puis quelques années après, en 2000, dans la Convention de Florence, qu'est-ce qu'on voit arriver?
la protection du paysage quotidien, du paysage ordinaire. Et moi qui suis photographe, je dis toujours, c'est grâce aux photographes de la Datar que cette notion a été acclimatée dans les représentations du paysage français, c'est-à-dire qu'on apprend à voir la banalité, on apprend à voir la laideur, on apprend à trouver que la laideur, paradoxalement, peut être belle. Et c'est comme ça qu'on invente ces paysages d'entrée de ville, de friches urbaines, etc. Donc le photographe a un rôle aussi dans cette construction symbolique, effectivement, d'images paysagères. Donc allons à Brocéliande avec cette image donc, qui a été réalisée par une de vos collègues, Michel Collin, qui en plus est dans la salle, qui est voilà, à Brocéliande. En quoi est-ce qu'elle vous intéresse? Qu'est-ce qu'elle raconte, cette image de ce paysage? Ah bah oui, parce qu'après on verra la même vision, une même vision par Guillaume Bonnel. Ben, c'est un des paysages emblématiques quand même. Brocéliande. Et alors, il faut quand même noter qu'en termes de fabrication de paysages, là, la part légendaire, c'est quand même exemplaire, puisque c'est complètement inventé dans les années 20. Et depuis les années 20, alors partout, le moindre garage automobile, c'est le garage de l'Enchanteur Merlin. Et ça a marché, ça a bien fonctionné. Et donc le regard qui est porté sur ce paysage-là, il est teinté par l'idée, par la matière bretonne, et l'idée que les chevaliers de la table ronde circulent peut-être par là. Et cette photo montre quand même quelque chose de pas si commun. C'est-à-dire, c'est un paysage de landes rases. On n'en a pas tant que ça. C'est-à-dire que dans les années, au XXe siècle, on a souvent replanté les landes avec notamment des conifères. On a laissé tomber le pâturage de ces landes. Souvent, il y avait des moutons, ce qu'on appelait landes bretonnes d'ailleurs, c'est le nom du mouton. Enfin, bref. Et le fait d'avoir un paysage ouvert à cet endroit-là, dans un contexte forestier, lui donne une qualité. Et en plus, bon, bah, sur un plan photographique, là, ça permet de montrer un paysage parce que simplement, on a un peu de profondeur de champ, on a du dégagement, et ça permet la photo. C'est-à-dire, une photo de forêt, c'est pas facile, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur. Là, on en a une grâce à ce dégagement. Et puis, on voit apparaître quand même aussi des affleurements rocheux, c'est partie de la qualité du paysage, et même la teinte très particulière de cette roche qui apparaît sur le sol du chemin et qui contraste avec l'herbe sèche juste à côté. Voilà, ça fait aussi une composition, on va dire, chromatique intéressante. Michel Coquel aurait cherché à capturer des oiseaux ou des animaux dans son image, et Guillaume Bonnel, d'autres animaux. Pourquoi vous avez choisi un paysage habité dans Brocéliande? Alors, il suffit déjà de regarder le sol. C'est-à-dire, quand vous venez là, moi je travaille, j'ai des horaires de bureau, non peut-être pas, mais je travaille la semaine, entre 8h et midi, et puis entre 13h et 18h, comme tout le monde. Et donc je viens dans ce lieu, mercredi après-midi ou jeudi après-midi, là on devait être au mois d'octobre, novembre, octobre. Et puis je suis tout seul, forcément, parce que je suis en semaine. Et puis je vois le sol, et je vois, c'est quand même assez rare qu'il n'y ait personne ici, parce qu'on voit vraiment la roche à nu, l'érosion, etc. Et puis j'attends un peu, parce que photographier, c'est attendre, on ne s'en rend pas compte quand je dis des fois à mes commanditaires que je fais 4 photos par jour, des fois ils font des yeux ronds, mais pour faire une photo comme ça, il faut attendre 2-3 heures. C'est-à-dire que pour avoir du monde qui commence à arriver, et puis quand je vais vous décrire un peu les gens qui sont dans l'image, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi de les mettre dans l'image et pas d'autres, parce que bien sûr des photos j'en ai fait plein à cet endroit-là, il y a des dizaines de gens qui sont passés. Bizarrement le mercredi après-midi il y a quand même un peu de mouvement. Donc moi ce que j'ai voulu faire, alors c'est vrai que ce qui est rigolo c'est qu'on a fait du même endroit cette photo, il y a une espèce de petit rocher là, on peut monter dessus et on voit très bien la lande. Alors ce qu'on voit déjà c'est que la lande elle a déjà commencé à se fermer par rapport à l'image précédente, qui a dû être faite peut-être en 2000, la classe a commencé en 2011, donc voilà, il y a déjà quelques années de fermeture de la lande, on le voit bien, au fond là, il y a plus de buissons, etc., même si le cadrage n'est pas tout à fait identique. Donc déjà ça c'est un élément, on voit bien quand on est sur ce paysage que la lande est en train de se fermer. Ça c'est la première case, je parlais des cases tout à l'heure à cocher pour avoir une photo qui tienne la route. On a un élément intéressant dans le paysage qu'on peut sentir, même quand on est comme moi pas paysagiste, on voit bien que la lande est en train de se fermer. Après, je me dis, ce lieu, effectivement, il est fréquenté socialement. Tout le monde me parle des garagistes, des coiffeurs. Tout le monde s'appelle la table ronde, Merlin, machin. C'est assez rigolo. Et donc, j'ai voulu y faire un peu allusion, mais j'ai voulu surtout faire allusion à la dimension sociale du paysage dans ce territoire. Tout à l'heure, vous me demandiez ce que c'était qu'un beau paysage. En Ille-et-Vilaine, un paysage, c'est d'abord un paysage où il y a quelqu'un qui se balade dedans. Ça, c'est impressionnant. Dès qu'on s'installe quelque part, au bout d'un quart d'heure, il y a des gens qui vont animer la scène. Alors, un travailleur, un randonneur, etc. Et là, en gros, ce que j'ai voulu montrer dans la scène, c'est une dimension assez populaire finalement de ce lieu où tout le monde vient, il y a un côté comme ça un peu touristique, on pourrait se croire à Gavarnie par exemple, ou bien dans certains lieux comme ça, où c'est vraiment toute la société française qui débarque.
Et cette dimension culturelle, avec, en gros, moi je m'intéresse beaucoup aux usages du paysage, à la façon dont l'usage du paysage finalement fabrique le paysage. Parce que quand on a une attente sur un lieu précis, là vous avez un vététiste par exemple. Le vététiste, quand il vient se balader à Brocéliande, lui il est content que le sentier soit un peu tassé, un peu propre, il peut rouler vite, c'est rigolo, voilà. Les gens qui viennent promener leurs chiens, ils viennent parce que peut-être, je sais pas, c'est un endroit où ils se sentent bien, où c'est un rituel, ils viennent là après leur journée, ils viennent se promener avec leurs chiens. Et puis vous voyez aussi trois... On parlait tout à l'heure de l'imaginaire. Si vous regardez le détail de ce qui est marqué sur les t-shirts des 3 étudiants qui sont devant, c'est Metallica, etc. Enfin, c'est plus ça maintenant, mais c'est plus récent. C'est des amateurs de hard rock avec des longs cheveux qui reviennent peut-être du Hellfest et qui sont dans cet imaginaire et pour qui c'est un élément qui construit leur identité, peut-être qu'ils font des jeux de rôle, etc. Et donc pour eux, aller à Brocéliande, c'est pas du tout la même chose que pour le vététiste et que pour les 2 promeneurs qui sont devant. Ils vont chercher un exotisme en quelque sorte que le paysage leur apporte parce que voilà, ils adhèrent à cet imaginaire. Et c'est ce que la photo essaie de faire, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, mélanger une description physique du paysage avec sa matière, et puis aussi rajouter les dimensions d'usage et de projection mentale sur ce paysage. Michel Coquet, alors c'est pas les mêmes endroits qui sont les vôtres qu'il y a à Saint-Urel, on verra tout à l'heure, mais il y a aussi Tréfindel. En quoi c'est Brocéliande pour vous? Cet endroit-là, je le connais bien puisque c'est en bord de route où je me rends très souvent faire des photos dans un étang. Et ce paysage-là, je le vois évoluer d'année en année, pas dans le bon sens du terme, puisque cette dizaine d'arbres qui restent, là, c'est le restant d'une superbe haie qui traversait tout le champ, qui était une centaine d'arbres à peu près, qui partageait le champ en 3 parties. Et petit à petit, voilà ce qu'il en reste pour faire un beau champ, une belle parcelle d'après les agriculteurs de 20 hectares au lieu de 4 ou 7 4 parcelles qu'il y avait dans le temps, et beaucoup plus dans les années 50 si on regarde les vieilles photos de l'IGN. Il fallait que ça évolue, mais là, à la période où on parle de beaucoup de problèmes climatiques, c'est peut-être pas dans le bon sens qu'il fallait aller. Et c'est Brocéliande parce que je voudrais pas que tout Brocéliande ressemble à ça. On a la chance à partir de Saint-Urial que c'est quand même le début du massif armoricain, avec les schistes, les rochers, les landes, enfin ce qui reste de landes, d'après Michel, je suis d'accord avec lui. Et c'est assez vallonné, donc il y a quelques zones où malheureusement il peut y avoir des grands champs. Plélan-le-Grand, par exemple, ça a été pas mal remembré il y a déjà pas mal d'années. Et petit à petit, les haies sont replantées, mais ça va durer un temps fou à retrouver un aspect de haie. Et je voudrais pas que tout Brocéliande ou tout le tour de Brocéliande devienne comme ça, quoi. Alors, il y a Brocéliande et puis il y a la côte dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi la côte qui mange la terre avec l'estuaire. Là aussi, Guillaume Bonnel fait partie. Alors, on verra tout à l'heure l'image d'Inard et la promenade au clair de lune, où vous avez le lampadaire qui vient un peu modifier l'image, mais là aussi, les images de l'estuaire de la Rance, il vous a fallu trouver ce qui est familier, ce qui peut être plus surprenant. Donc moi, ce qui m'a surpris, c'est que en fait, dans cette partie du département, alors que dans d'autres endroits en France, on a une maison, une voiture, un vélo. Parfois, c'est une maison, une voiture, un vélo, une piscine. Là, c'est une maison, une voiture, un bateau. En quelque sorte, on a l'impression que chaque habitant a son petit pointu, comme on dit. Et donc, ça occupe vraiment le paysage très, très fortement parce que ça crée des nappes comme ça de bateaux qui sont amarrés, qui bougent, qui font du bruit. Dans cet estuaire qui est devenu artificiel du fait de l'usine de la Rance. Et en fait, cette image, je l'ai proposée parce que ce que je voulais aussi, ce qui m'intéresse beaucoup, moi, dans la lecture du paysage, c'est de disposer des petits indices qui permettent aux observateurs de se raconter des histoires. C'est-à-dire qu'il y a toujours un petit début de narration, très souvent dans mes images, j'aime bien créer un petit début de narration qui permet, en fait, typiquement ce genre d'image, si elle est utilisée dans un contexte scolaire, on voit un monsieur qui est en train d'aller vers un bateau où il y en a déjà un autre qui est en train de le mettre à l'eau, on se demande ce qui va se passer. Et du coup, ça peut créer une espèce de petite histoire comme ça qui se déploie. Et puis enfin, le viaduc au fond, c'est parce que moi, je peux pas faire des paysages, je peux pas faire des photos séduisantes, quoi. Quelque chose en moi y résiste, donc je trouve toujours un truc qui va un peu gratter, qui va être pas pittoresque, et puis qui va essayer
Voilà, c'est une sorte de pulsion un peu irrépressible. Et là, c'est ce viaduc sur qui c'est tombé. Mais il faut toujours qu'il y ait la trace de l'humain dedans. Michel Collin, vous parliez tout à l'heure de paysages plus ordinaires. Vous nous avez proposé voilà, quelques images. Alors là, de paysages vraiment ordinaires, mais c'est quand même des paysages qui racontent une histoire, qui vous sont importants, intéressants. Alors je découvre la photo. Je le trouve pas si ordinaire que ça quand même. Non, ça fait un paysage de marge, on va dire. Un petit peu marginal dans l'espace et puis peut-être des marginaux, on ne sait pas. Mais il y a l'idée voilà, des gens qui voyagent quoi, avec le mobil-home. Et puis alors, le bâtiment, il est assez intriguant parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Hein. Ça n'a pas l'air d'être assez grand pour être une maison. Non, c'est une future maison médicale. Oui, bon, pas grand non plus. Hein. Et ça donne vraiment, oui, c'est ça, ce que les Anglais appellent hedge town, les espaces du bord. Et moi, ça m'interpelle beaucoup parce que je suis très attentif. La qualité qu'on peut apporter au bord de l'urbanisation qui est souvent très négligée, alors que on pourrait retourner la situation et enfin, souvent on dit que les villes grandissent en tournant le dos de leur direction. Elles regardent depuis le centre. Et si elles se retournaient pour regarder ce vers quoi elles poussent, on aurait d'autres formes d'urbanisation. Et donc là, c'est un petit peu voilà, le syndrome, quoi. Parfois, on appelle la France moche, qui n'est pas le cas ici, mais voilà, qui sont les entrées de grandes villes. Oui, ça, une expression de Télérama qui avait évidemment provoqué beaucoup de remous. Michel Coquel, vous disiez, donc c'était une maison médicale, c'est aussi un bord d'agglomération. Ben là, c'est la sortie ouest de mon village, Saint-Uriol, pour ne pas le nommer. Et ce terrain, là, où est construite la nouvelle maison médicale, qui ne devait pas être là d'ailleurs, qui devait être à côté, c'est une ancienne zone naturelle, ce qu'on appelait les Nièvres il y a 40 ans, et où le maire de l'époque avait juré ses grands dieux que rien ne serait construit. Et voilà, là, il n'en reste plus qu'un tiers de la zone naturelle qui est derrière. Et voilà, petit à petit, donc là, il a été prévu cette maison médicale. Bientôt, à la place du camping-car, il y aura une crèche privée. Et petit à petit, cette zone-là naturelle disparaît, sans que personne ne s'inquiète de tout ça, quoi. Panneau stop au milieu. Là aussi, il y a une histoire à raconter, Guillaume. On reste sur les paysages ordinaires, là. Ça, puis on reste aussi sur des images qui essayent de concentrer du sens, en quelque sorte. Alors ça, c'est peut-être une image qui peut être un peu binaire, en quelque sorte. En tout cas, on voit bien sur la droite qu'on a le bourg ancien autour de l'église, avec une petite couronne boisée autour qui masque un peu les premiers bâtiments, une route d'accès au village, et puis à gauche des extensions urbaines qui, bizarrement, sont assez loin du village d'origine, et qui semblent partir à la conquête, comme ça, de la prairie qui est sur le deuxième plan. Donc moi, quand je vois un espace comme ça, alors on a autre chose en plus, on a des ragos qui viennent juste d'être taillés sur la droite. Là aussi, on a donc un élément, sachant que si les ragos n'avaient pas été taillés, on n'aurait peut-être pas vu le village, puisque le houppier aurait masqué un peu. Donc là, moi, ce qui m'intéresse dans une image comme ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est le potentiel d'évolution, c'est-à-dire qu'on est quasi sûr que ce qu'on voit sur la gauche, ça va se développer. On a l'impression que d'ailleurs, je crois qu'il y a un chantier en cours, et alors, bizarrement, c'est étonnant, j'ai aussi refait cette photo cette semaine. Et je peux vous dire que sur la gauche, ça s'est largement étendu, et puis les façades sont blancs pétard, et donc on ne voit que ça. C'est-à-dire qu'on voit sur la gauche ce qu'on voit aux abords de Rennes, en fait. Quand on arrive maintenant par les rocades, quand il y a des extensions urbaines, on voit ces nappes de lotissement très blancs qui sortent de terre avec les ardoises bleues. Donc en fait, l'intuition était bonne, c'est pas toujours le cas, mais en l'occurrence là, on a un étalement urbain comme ça sur la prairie. Et moi, j'ai imaginé des tas de choses, parce que quand on fait ce métier, on finit par avoir une vision des fois un peu pessimiste du paysage, c'est-à-dire on imagine le pire. Je me dis peut-être que la petite haie qui est devant, qui masque un petit peu ces extensions, elle va finir par disparaître. Et le panneau stop, bon, il était là. Alors c'est une des personnes du comité de pilotage, quand on a fait les entretiens pour le livre, qui m'a dit, moi, c'est ce qui m'a marqué dans cette image, c'est qu'il y a ce stop, qui est un peu une sorte de note d'humour en disant stop à l'urbanisation. Enfin, c'est comme ça qu'on peut lire l'image si on veut. J'en étais pas tout à fait conscient quand je l'ai faite, mais c'est un élément de lecture possible en plus, quoi. Parce que beaucoup aimeraient bien avoir
ces maisons pavillonnaires avec les jardins, pas C'est tout très le loin paradoxe. des Moi-même, villes. C'est j'en ai aussi un une. paysage désiré. C'est-à-dire que moi-même, j'en ai une. C'est-à-dire que moi, je peux, dans mon travail, critiquer le mythe de la maison avec le jardin autour. Moi, je suis dans un lotissement près de Bayonne. J'ai une maison qui est en bois, mais enfin, c'est une maison au milieu d'un jardin. Et donc, on est très nombreux dans ce cas-là. On va passer à ces images agricoles. On va se tourner vers l'autre côté, vers la campagne. Là aussi, faire des photos de paysages de campagne, d'agriculture aujourd'hui. Quels étaient les enjeux pour vous? Parce que on sait que la Bretagne est une terre agricole, mais que les enjeux agricoles sont des enjeux qui ne font pas consensus, hein. Il y a plein de modèles agricoles différents. Alors là, moi, j'ai découvert ce territoire, hein. J'ai découvert que les salades que j'ai mangées l'année précédente, sans doute une sur deux venaient de ces polders, j'imagine, parce que en termes de quantité, c'est impressionnant, j'imagine, les quantités produites. En gros, en faisant cette photo, c'est pas trop l'image d'une critique, du modèle productiviste, parce que ça, je le vois plus dans les parties où il y a du bocage. D'ailleurs, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. J'ai déjà fait des constats cette semaine qui sont sidérants sur la mutabilité à court terme des paysages bocagers. Là, en l'occurrence, moi, ce que je voulais, c'était surtout montrer des paysages vivants, en fait, montrer des scènes. Voilà, dans les 36 vues du Mont Fuji, on voit toujours un petit paysan qui est en train de ratisser, de faire quelque chose. Et j'avais ces références en tête parce que c'est la première image que j'ai faite pour l'observatoire. C'est une des premières que j'ai montrées. Et en quelque sorte, elle était un peu un signal fort en disant voilà comment je veux parler de votre territoire. Et il y a eu un écho favorable chez les comment dire, les maîtres d'ouvrage. Donc moi, ça m'a donné un peu aussi le ton. J'ai compris que ça les intéressait d'avoir des paysages habités, vivants, avec une dimension sociale. Et cette image, elle a été parfaite pour introduire cette approche parce que, bon, là, on ne le voit pas, mais les gens, ils chantent, les saisonniers, ils chantent en fait, où ils parlent, ils rigolent, c'est très joyeux. Alors, comme j'imagine, les salaires doivent être misérables. Et enfin, ils résistent à ça avec une solidarité. Donc, j'ai d'abord été attiré par les bruits, etc. Et puis la scène est assez impressionnante. Ils se déplacent, tout est fait à la main. Ils mettent des petites cloches sur les salades. Voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai refait cette photo cette année en octobre. Avec la rotation des cultures, ce ne sont plus des salades qui sont présentes, mais une sorte de jachère ou de l'engrais vert. Et donc la scène est complètement désolée. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le paysage n'est plus du tout le même. On est sur les images de bocage aussi, vous le disiez, ça change très vite. Puis j'aimerais aussi entendre après Michel Collin, Michel Coquet, justement sur la vitesse des changements de paysage. C'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on prend la photo, à quel moment est-ce qu'on arrête le temps? C'était ça aussi un des désirs. Alors ça, c'était une intuition que j'avais eue en lisant l'Atlas des paysages, en voyant avec mon sens, parce que moi je fais beaucoup de photos de paysages, donc je suis un peu aussi paysagiste par destination, comme on peut dire. Je finis par avoir des réflexes. Là, on voit bien qu'il se passe des choses, on voit bien qu'on avait sans doute des prairies et qu'elles ont été remplacées par des champs de blé. On voit bien que ces arbres, l'arbre au premier plan, il m'a intrigué parce que c'est un arbre qui est normal. Il n'a plus du tout d'allure d'arbre de Ragos. Il a un pied qu'on appelle le tire-sève qui a été laissé, qui est monté et puis qui a fait une deuxième tête. Il faut vraiment avoir l'œil pour se dire que cet arbre a été un jour taillé en Ragos. Les autres, c'est un peu différent. Mais non, pour moi, c'était un peu un paysage comme ça. C'est un paysage qui va disparaître. Je le vois quand je passe à côté. Donc, c'est pas très gai, je suis désolé, mais c'est la réalité du territoire aussi. Il y a beaucoup des photos que j'ai faites celle-là, je ne l'ai pas encore reconduite, mais on en parlera tout à l'heure. J'en ai fait 2 où, en 3 ans, on ne reconnaît même plus là où on est. C'est vraiment sidérant. Et là aussi, il y a une petite symbolique avec le côté de l'image où la terre est à nu, le côté où on pourrait penser que c'est une prairie, mais non, c'est déjà du blé. Mais il y a cette différence chromatique qui change radicalement aussi les impressions quand on se balade sur le territoire. C'est-à-dire que quand on se balade dans un paysage de prairie, tout est vert, tout est doux, il y a une espèce d'harmonie. Et quand on a tout d'un coup les rotations céréalières, on a de la terre à nu parfois, on a des labours, on a des couleurs qui sont différentes, on a la lumière qui se réfléchit. C'est plus du tout le même paysage. Donc c'est un peu ça que j'ai voulu montrer, un peu, disons là, presque 2 versions du paysage bocager de ce département. Michel Collin, cette question des paysages qui changent, et c'est pas simple quand on fait un atlas, quand on fait un livre, ou quand on veut aussi donner une image du département, de savoir à quel moment on l'arrête. C'est une question absolument essentielle pour toute la Bretagne. C'est-à-dire que l'évolution des paysages agricoles, c'est les plus important de surface, et c'est un sujet extrêmement délicat et difficile, et même dramatique, je vais jusque-là. Parce que plus je travaille sur la question, et plus je me rends compte que c'est un territoire schizophrénique.
les paysages qu'on voit là ne représentent pas du tout, mais vraiment pas du tout, la réalité économique, sociale, productive. On a vu tout à l'heure un beau paysage maraîcher avec des beaux produits. On est dans le secteur d'Olivier Rollinger qui magnifie les beaux produits, etc. Et puis la Bretagne, c'est aussi la région où on produit la bouffe industrielle. Et la bouffe industrielle, elle n'a pas besoin du bocage. Hein, c'est clair. Et donc là, on a des éléments dans le paysage qui sont en train de disparaître parce qu'ils ne servent plus à rien dans ce modèle. On a une excellente image de la Bretagne qui est souvent utilisée. Et puis, une industrie agricole qui vit indépendamment de ça et qui même tend à le détruire. Enfin, on sait que les évolutions, les grandes parcelles, les grands élevages, la pollution des eaux, les algues vertes, tout ça, tout ça, c'est l'agriculture bretonne. Et donc, c'est un merdier qui n'est pas du tout ordonnancé et qui ne peut pas, pour l'instant, produire un paysage cohérent. Il est illisible, il va dans une direction qu'on connaît pas, qui est un peu inquiétante, et on sent qu'il n'est pas guidé non plus, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet agricole pour produire un paysage désiré. Et enfin, mon constat est négatif, mais je le compare souvent. Dans l'histoire, il y a eu un moment merveilleux en Angleterre, au XVIIIe siècle. Toutes les campagnes anglaises ont été renouvelées parce qu'il y a eu une grande modification des processus agricoles. Et tout ce projet était guidé par une représentation paysagère. C'était, dans l'imaginaire des gens, la peinture française du XVIIe, qui représentait des paysages idylliques que les Anglais ont souhaité mettre en œuvre dans leur... C'est formidable. Et là, en Bretagne, c'est exactement le contraire. Voilà. Je suis très négatif là-dessus. Hein. On l'a bien compris, mais Michel Coquel, par rapport à l'image que vous présentez tout à l'heure, ou Guillaume Bonnel, par rapport à vos images, est-ce que vous avez l'impression d'être devant, enfin, qu'il faut prendre une photo d'un paysage qui, de toute façon, est en voie de disparition et en voie de très grande transformation, comme s'il fallait garder un souvenir de ce qui a pu exister, avec l'urgence qui va avec? Moi, quand je suis rentré en Bretagne il y a une cinquantaine d'années, c'était par un pur hasard. Je me suis marié avec une Bretonne, enfin mon épouse est descendance bretonne, donc on est venu en vacances à Saint-Turial et on a dit on va venir habiter à Saint-Turial. Donc je quittais la grande banlieue parisienne, j'habitais à 1 heure au nord de Paris, au bord d'une forêt heureusement, mais quand je suis arrivé dans le paysage breton de Saint-Turial, Tréfindel, Monterfil, ça a été un choc, mais dans le bon sens, parce que là, il y avait des haies, des parcelles correctes. Et petit à petit, on a vu ça. Moi, j'ai vécu à Remembrement il y a 30 ans par chez moi. Ça fait mal au ventre, quoi, de voir des chênes tomber alors que mes enfants jouaient au football sur le terrain de Plélan et on voyait les chênes tomber un par un à côté. Ça vous tord les boyaux, excusez-moi l'expression, mais... Je ne comprenais pas qu'on arrive à faire ça, comme ça. Pourtant, j'étais un citadin, j'aurais peut-être pu m'en moquer un peu, mais pour moi, un arbre, c'est un arbre. Il y avait peut-être un sens à le faire, mais on avait du mal à comprendre. Et quand ça a été arrivé dans notre commune, j'ai participé un petit peu à quelques réflexions sur ce sujet-là. Et les paysans avaient peur, au niveau des arbres, qu'on leur vole leurs arbres. Il y a des paysans qui ont coupé leurs haies alors qu'ils gardaient leurs champs. Mais par peur qu'on leur prenne leurs arbres, ils ont coupé leurs arbres. Mais ça m'a vraiment choqué à l'époque. J'ai dit, mais attendez quand même, regardez les plans définitifs, et puis attendez, c'est pas sur l'année que votre champ va changer de main, et en plus, il profitera aux voisins. Enfin, moi, j'avais un petit peu mon idée un peu idyllique. Et petit à petit, ça a quand même eu lieu. La chance, c'est que chez nous, le maire de l'époque était présent en permanence, donc il a réussi à faire comprendre aux paysans un peu de bon sens. Donc il y a eu moins de catastrophes que prévu dans certains endroits. Mais quand même, depuis 30 ans, en plus, maintenant, le bois de chauffage est recherché, donc on voit bien cette année les effets négatifs de tout ça.
Et petit à petit, on se retrouve avec des grandes parcelles. Guillaume Bonnel, ce travail pour un observatoire, est-ce que vous avez l'impression parfois de le faire pour un conservatoire du souvenir? Bah, en fait, oui, c'est-à-dire que là, en quelque sorte, je me suis aperçu de ça cette semaine en reconnaissant une photo où moi-même, en revenant sur les lieux, alors que j'ai un relevé GPS, puis c'est marrant parce que ce métier, j'ai une vision de tous les endroits où j'ai fait des photos et c'est une sorte de banque comme ça dans ma tête qui est vivante. Et donc en revenant, je sais à peu près où est-ce qu'il faut que j'aille, je me gare, etc. Et là, je n'ai pas reconnu le paysage. Je n'ai pas reconnu. Donc s'il n'y avait pas eu de photo avant, à part les habitants qui vont finir par s'habituer, on n'archive pas et on ne sait pas ce qui est. Voilà, on perd la trace en fait des états antérieurs du paysage. Il y a une tendance comme ça à effacer successivement. Alors, il y a un super outil pour ça maintenant qui s'appelle Google Street où on peut aller regarder ce qu'était la rue il y a 10 ans, 15 ans. Ouais. Je ne sais pas si la Google Car passe dans les petits chemins où moi je suis passé en vélo. Mais en tout cas, oui, c'est évident qu'il y a une mutabilité à très court terme. Moi, j'avais vraiment sous-estimé ça. Hein, quand on ne connaît pas, on se dit que sans doute dans la Beauce, peut-être qu'avant il y avait un bocage du même type, j'en sais rien, mais ça fait peur sur l'avenir possible. Parce que, en termes moi, en tant que photographe, je peux parler des ambiances. Qu'est-ce qui fait que dans un paysage, on se sent bien, par exemple, on se sent à l'aise, tranquille. Bon, ben, effectivement, cette photo que j'ai faite, alors bon, que j'ai pas mise là, j'aurais dû y penser, mais comment dire, où on avait une jolie flaque d'eau devant, une petite haie sur le côté, des ajoncs en fleurs. Quand à la place de ça, vous avez un champ de blé vert, de blé d'hiver, avec rien du tout, c'est très angoissant, il y a un côté très, très dur. Donc on imagine ça à grande échelle, parce qu'il faut savoir que moi, ce que j'ai eu la chance de le capter dans l'observatoire, mais comme tout à l'heure je parlais de métonymie, je pense que cette photo, la même scène, a dû se reproduire dans plein d'endroits du département. Donc à la longue, il y a un effet incrémental où chaque petite touche de paysage changé finit par changer l'ambiance générale, et c'est ce qui va se produire. Alors, il y a ça avec le regret que vous avez exprimé tous les trois et que l'on a exprimé tous les quatre, mais en même temps, il y a aussi des paysages qui changent, qui sont liés à des nouvelles habitudes. On l'a vu tout à l'heure avec les zones pavillonnaires. Est-ce que le métier du photographe, il peut aussi être là de valoriser des paysages qui peuvent poser des questions à une partie des citoyens ou qui participent aussi de politiques de l'aménagement du territoire ou de la ville et qui pourraient être les paysages ordinaires, familiers et désirables de demain? Complètement. C'est-à-dire que moi, malgré moi, parfois, je pense que je contribue à acclimater les spectateurs de mes images à des formes paysagères nouvelles auxquelles je n'adhère pas forcément, mais qui sont sous mes yeux et que je représente parce que je constate qu'elles sont importantes qu'il faut les voir. Oui, c'est ce que disait Michel tout à l'heure. En fait, il y a un lien entre la photographie a le pouvoir de créer des nouvelles visibilités. Voilà, le photographe désigne des choses et en fait des objets qui existent, en quelque sorte. Voilà, là, une autre image, on est en ville, mais il y a cette espèce de gros truc au fond, au bout. Pourquoi est-ce qu'elle vous a intéressé, cette photo de paysage de ville avec une usine? Je vais peut-être laisser Michel en parler, parce qu'il a tout un discours sur, enfin, si tu me permets, c'est un discours sur la dimension justement industrielle de ces paysages brétiliens. En gros, juste rapidement, ce qui m'a intéressé, c'est le côté village-usine, c'est-à-dire c'est la place. Alors c'est un bâtiment Nutréa, on parlait tout à l'heure d'agroalimentaire, etc. C'est une image symbolique. Voilà, ce territoire est le territoire de la grande industrie agroalimentaire, et donc je voulais en parler dans l'observatoire. Moi, ce que je vois surtout dans cette photo, que je découvre, hein, mais c'est la juxtaposition. Je pense que c'est un effet de l'urbanisation du XXe siècle, où les procédés qu'on a utilisés, c'est en plan. On n'a jamais utilisé la photo pour faire du projet urbain. On a utilisé du plan. Et en plan, on fait des zones, les unes à côté des autres, on fait des routes. Et puis, ça produit des constructions. Et puis, ça génère ce genre d'ambiance que la photo va capter, mais qui n'était absolument pas pensée en tant que projet. Je trouve que ça interroge beaucoup là-dessus, sur les méthodes de projet, en tant qu'elles produisent ou non un paysage qui se tient, cohérent, ordonnancé, plaisant, désirable, comme vous disiez tout à l'heure. Là, les choses sont posées les unes à côté des autres, juxtaposées. La photo les rassemble, parce qu'évidemment, il y a le travail de Guillaume, c'est cadré, il y a un équilibre néanmoins. Quand même, mais ça reste un collage. Hein, un collage qui peut et mal cimenté.
Et voilà, donc c'est un vrai questionnement méthodologique sur l'urbanisme. Est-ce que vous diriez la même chose sur des paysages comparables de ruralité où on a ces constructions-là aussi qui peuvent surgir parfois on a tous quand on sillonne la Bretagne ou l'île-et-Vilaine, on voit tout d'un coup des gros bâtiments, on se demande qu'est-ce qu'ils font et ce qu'ils sont aussi. Mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont des évolutions qui ont eu lieu, mais qui n'ont jamais été pensées en tant que paysage. Elles ont pensé techno. Et contrairement aux Anglais du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'on va poser le silo, il n'est pas forcément détestable dans le paysage. Ça peut aussi, s'il peut être pensé comme une fabrique dans un tableau. Après tout, dans certains cas, ça marche très très bien. Quand il y a une certaine unité de couleur, etc. Là, on voit bien, il vient dans la perspective de l'alignement des arbres. C'est pas déséquilibré, etc. Mais dans bien des cas, on a voulu, c'est le pire du pire, inscrire ces éléments dans le paysage en plantant des tuyas autour. Et ça, il y en a plein en Bretagne, des choses comme ça. Ce que j'insiste sur ce fait, c'est que ce sont, en particulier pour l'agriculture, des évolutions qui ne sont pas, dans lesquelles le paysage n'est pas pensé. Il n'y a il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet de paysage. C'est uniquement la techno qui prend le dessus. Voilà. Alors, des fois, ça marche. Et alors, donc, est-ce que c'est la même chose, Guillaume, en ville? On y revient, on est à Rennes. Vous disiez tout à l'heure que c'était la métropole telle qu'elle voulait se montrer, sauf que l'image que vous montrez, peut-être vous avez reconnu, c'est Beau Chardonnay à l'époque, c'était en travaux, mais quand on passe à côté de l'université Rennes, on n'a pas forcément ce cadrage-là dans l'œil, il est un peu plus large. À gauche, à droite, il n'y a rien. Et vous avez choisi de resserrer sur là où il y avait des choses. Permettre de dire un mot sur l'image précédente, juste très rapide, sur ce silo. Alors je voulais juste te dire que là, ça illustre l'intérêt aussi d'être un étranger au territoire quand on fait ce travail, parce que pour moi, ce silo est très exotique. Imaginez par exemple, quand vous allez aux États-Unis, il y a des silos comme ça qui sont avec des toits en aluminium brillants. Là. Et pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que ça, c'est un objet complètement incongru. Et c'est sans doute parce qu'il n'a pas été pensé comme un objet inclus dans un paysage, avec un souci précis, etc., qui paraît incongru pour moi, parce que du coup, il arrive au milieu de nulle part, il est au bout du chemin. Et c'est ça qui déclenche le désir de faire une photographie. Donc c'est un paradoxe, parce que c'est un paysage qui ne fonctionne pas, que moi je décèle une espèce de petit un dysfonctionnement, quelque chose qui marche pas, qui me donne envie de faire une photo. C'était juste pour... Et alors sur la ZAC, sur cette opération à Beauchardonnay, il y a une chose qui a été compliquée dans cet observatoire et qui a dû aussi l'être beaucoup pour la classe, c'est qu'on a au milieu de ce département une métropole de, je crois, 300 000 habitants, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. 220 000 et 440 avec la métropole. Voilà, qui en gagne 20 000 tous les ans, si j'ai bien compris, ou 10 000 tous les ans, c'est ça, à peu près. Donc je me suis dit, avec des entités paysagères, et il y a une entité paysagère qui est Rennes et ses environs, c'est bien ça, hein. Et je me suis dit, voilà, on a fait une sorte de moyenne, parce qu'il fallait que le territoire soit traité de manière homogène. Donc il y avait, je crois, en moyenne 3-4 images par entité paysagère. Et je me suis dit, waouh, 3 images pour Rennes, comment je vais faire pour parler de cette ville, de tous ses aspects architecturaux, de son côté un peu champignon, avec 3 photos. Et donc je me suis dit, il faut que je fasse des photos hyper denses, hyper symboliques, très chargées de sens, peut-être un peu trop, elle est presque indigeste en fait cette photo, c'est-à-dire que ce que j'ai voulu montrer là, c'est presque ces images projectives qu'on voit dans les chantiers, on dit ici prochainement, où vous voyez que des gens blancs, en bonne santé, qui sont joyeux, qui ont des enfants, et qui montrent que la ville est un paradis terrestre auquel on a tous envie d'accéder. Je connais un photographe qui est à Nantes, qui s'appelle Alban Lécuyer, qui avait fait un travail qui s'appelait Ici prochainement, où il s'amusait à remettre dans ces images projectives tout ce qu'on ne veut pas y voir, c'est-à-dire des handicapés, des gens malades, des alcooliques, des gens avec des pitbulls, des trafiquants de drogue. Il s'amusait à trouver comme ça, à fabriquer des grouillots là qu'on trouve pour les architectes sur les sites. Et il rajoutait dans ces images tout ce qu'on ne veut pas y voir. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai vraiment attendu. Alors, j'ai attendu longtemps, mais il y a plein de monde. C'est impressionnant la ville qui se déploie à cet endroit-là. J'ai voulu montrer la ville récréative qui se met en scène, c'est-à-dire une ville où il n'y a pas de travailleurs, où il n'y a pas de gens malades, où il n'y a pas de chômeurs, où il n'y a pas de trafiquants. Voilà, c'est la ville idéale qui est vendue, je suis sûr, dans les prospectus par lesquels les promoteurs ont voulu remplir ces logements. Ça n'a pas dû être très difficile, j'imagine, hein, je pense que ça a dû aller très vite. Mais en tout cas, voilà, cette image, elle est symbolique pour ça. C'est une image très ironique et en même temps,
c'est aussi une ironie, un pied de nez vis-à-vis de mes commanditaires, parce qu'en fait, j'avais fait une autre image de Beauchardonnay depuis l'autre côté, là où il y avait eu une opération, je pense, qui était un peu associative. Il y avait une ZAC qui s'appelait Chaux-Bardonnay, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'est assez rigolo. Donc il a dû se passer des choses que je n'ai pas vues, mais j'avais fait une image à cet endroit-là où on voyait les bâtiments, un vieux matelas éventré devant, et puis des voitures garées sur un terrain vague, un gros tas de terre un peu qui était là, qui traînait, qui résultait du chantier. Et puis dans le processus de décision dont je parlais tout à l'heure, où en fait ces images elles sont soumises à une discussion, à une sélection, en comité de pilotage, on m'a dit oui, mais cette image elle est quand même un peu étrange parce que c'est pas du tout l'esthétique du projet, il est construit au bord de l'eau, etc. Donc je suis revenu au bord de l'eau, je dis ah voilà, je vais faire une image qui va être vraiment à l'opposé de la précédente et qui va montrer cette espèce de côté très artificiel finalement, parce que voilà, sans doute que la sociologie des habitants de cette ZAC peut-être est un peu discordante par rapport à ce qu'on voit là. Il y a peut-être aussi des gens qui sont un peu dans la misère, je ne sais pas, je ne connais pas du tout les prix, ni ce que c'était comme type de production d'habitat. Mais en tout cas, mon projet c'était ça, c'était de montrer une ville qui fait sa propre publicité, simplement voilà, en me mettant juste à l'endroit où une opération est en train de se dérouler. Il y a les villes qui changent beaucoup et celles qui changent moins. Michel Coquel, comment vous l'avez vu évoluer votre paysage, celui de Saint-Turel, parce que là, vous nous avez proposé une petite sélection qui nous promène dans le temps de 2008 à cette année. Ça, c'est une image de Saint-Turial que pas beaucoup de Turialais connaissent, puisque il n'y a pas de chemin là où je suis. Et je rebondis à ce qu'a dit Michel sur l'intégration du paysage dans les études d'aménagement. Je pense que si les gens qui ont autorisé ce qu'on va voir après avaient pris du recul, peut-être que ça leur aurait réfléchir, parce que cette image du bourg, là, bon, il y a quelques toitures neuves, il y a une maison à droite qui est un peu plus récente, parce que c'était le premier lotissement qui a été fait sur la droite, là. Et tout le reste, à part un pignon blanc, c'est un garage, c'est une image que j'ai fait il y a 4-5 ans, mais que j'aurais pu faire en arrivant il y a 40 ans. Et puis récemment, il y a eu un projet privé dans la petite prairie qu'on voit devant de 14 maisons. Et alors là, le paysage est mort, quoi. Donc ça, c'est l'effet le même paysage un autre soir, du même endroit, mais avec un téléobjectif. C'est pour ça que j'ai centré sur l'église. Parce qu'une petite anecdote, l'église de Saint-Turial, j'ai jamais réussi. Elle est verticale, mais sur les images, elle paraît toujours penchée légèrement à gauche. Donc là, c'est le vieux bourg, avec les vieilles maisons. Et puis voilà ce qu'on voit maintenant. Voilà, donc ça n'a pas du tout été étudié. Il n'y a pas eu d'impact paysager pris en compte. Un petit bourg de schiste violet, on a un petit bourg de béton blanc maintenant. Avec dedans une piscine en plus. Dans les périodes de sécheresse, on autorise des piscines maintenant. Bon, ça, c'est un autre problème. Et puis l'autre jour, du coup, comme je suis pris au jeu, je suis retourné faire cette photo-là. Bon, il n'y avait pas de belle lumière, je m'en moquais un peu. J'ai dit, il me faut cette photo-là, quoi, pour comparer, faire voir aux gens que... Et cette image-là, je l'ai mise sur une page Facebook que quelqu'un a fait sur notre village. Et j'ai marqué « Où est le schiste violet ?» point d'interrogation. C'est le seul commentaire que j'ai fait. Et là, ça a quand même entraîné pas mal de réactions. La municipalité va lire les réactions, ça va être sympa de les entendre un de ces jours. Mais c'est vrai que l'impact paysager n'a pas été pris en compte parce que les gens n'ont pas pris de recul. Beaucoup de gens ont découvert leurs environnements lors du premier confinement et les périmètres obligatoires limités. Est-ce que vous connaissez d'autres pratiques qui traduisent comme ça l'irruption dans le paysage réel de pratiques, de loisirs qui viennent du monde numérique? Parce que voilà, moi j'ai un fils de 17 ans, donc je suis bien placé pour savoir comment ça marche. Mais ça, c'est la première fois que je voyais ça. Et il se trouve que ce monsieur, j'ai parlé avec lui parce que la semaine dernière, en allant faire la photo, je l'ai croisé, il rentrait, donc voilà, je n'ai pas refotographié. Il m'a dit qu'il était passé à autre chose, que maintenant il conduisait des jets miniatures sur un autre terrain qui est un peu plus loin dans la commune. Et bon, j'ai bien senti l'ingénieur à la retraite qui a besoin de s'amuser, mais simplement par curiosité, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu ça ailleurs? Ça m'intéresserait de le savoir. Toi, oui. Oui. Il y a des techniques qui sont développées de réalité augmentée, souvent dans des monuments. C'est visiter une ruine d'abbaye à bon repos et on s'équipe avec une tablette. Et la tablette offre l'image
de l'abbaye dans son état avant d'être en ruine. Ah ouais. Donc on est en réel, dans la ruine réelle. Ce que j'aime bien avec l'idée de la tablette, c'est que ça ne fait pas disparaître le réel. C'est juste une autre image de ce réel qui résonne avec... mais ça se développe. Donc là, il faut quand même qu'il installe toute l'infrastructure avec les flammes, les anneaux. Donc ça prend de la place dans le paysage. Hein. Alors que souvent, ces pratiques sont faites pour justement que ça prenne moins de place dans le paysage. Moi, j'avais vu dans le département des Pyrénées-Atlantiques, pour les ENS, donc espaces naturels sensibles, plutôt que d'avoir des panneaux explicatifs à l'entrée avec des consignes, etc., des circuits, ils ont tout enlevé, ils ont créé une application, et sur son téléphone, on lance l'application, on met qu'on est sur tel site, ça télécharge les informations, et puis votre téléphone passe en mode photo, vous regardez le paysage comme ça, et vous avez des icônes qui apparaissent et qui vous disent ah là voilà l'habitat typique de tel ou tel animal, tel ou tel oiseau. Là vous avez un saule, etc. Et donc on voit des gens qui se baladent dans ces espaces dehors avec leur téléphone comme ça et puis qui baladent leur téléphone et qui regardent le paysage autour. Voilà, c'est la photo dont parlait tout à l'heure Michel Gauquet avec des parcelles plus petites, telles que vous les aviez connues avant, c'est ça? Bah, c'est un peu ça que j'ai connu en arrivant dans ma commune, quoi. Et bon, j'en connais encore des parcelles comme ça, quelques-unes, parce que bon, on a eu la chance, c'est qu'il y a un agriculteur de vaches laitières qui est parti en retraite et qui a été remplacé par un élevage de moutons et de brebis, donc en bio en plus. Et donc elle essaye de récupérer toutes les petites parcelles qui commençaient à redevenir à l'état friche et forêt plus tard. Donc j'espère qu'on va retrouver une dizaine de parcelles comme ça. Mais elle a du boulot parce que ça va pas se faire facilement. Et en plus du bio à Saint-Turiol. Donc ça, c'était la dernière photo qu'on vous proposait. Guillaume Bonnel, maintenant votre travail, c'est d'aller refaire les photos au même endroit que celles qui sont dans le livre. C'est ça, c'est un très étrange métier, puisqu'en fait, comme je disais tout à l'heure, moi, je dois en ce moment mener 3 ou 4 observatoires. Donc c'est moi qui fais la reconduction, c'est pas toujours le cas, parce que parfois, soit les maîtres d'ouvrage le font en régie, en prenant un stagiaire, ou ce qui en général d'ailleurs est souvent un signe de dégradation de la qualité, mais j'ai la chance de continuer à observer les paysages sur 3 ou 4 observatoires. Donc j'ai comme ça une sorte de banque d'images dans la tête qui crée finalement une relation d'intimité très forte avec ces territoires, avec ces espaces, parce que je me rends compte que j'en connais chaque petit détail. Là, on voit des ciguës, par exemple, il y a ces 2 flaques d'eau. Alors vous voyez, ces 2 flaques d'eau, elles étaient là par hasard, mais en gros, elles reprennent à chaque fois le grand et le petit cheval, il y a des effets de symétrie comme ça. Et donc ça reste dans ma tête. Et parfois, c'est un peu bousculé par les retrouvailles, parce que les retrouvailles sont parfois douloureuses, comme sur la photo d'avant dont on parlait, quand M. Morel disait qu'il faudrait 30 ans pour tout disparaître. Je pense que c'est beaucoup moins que 30 ans, parce que là, en 3 ans, il y a la moitié des arbres qui ont disparu déjà, à cet endroit-là. Donc ça, c'est douloureux, et parfois, il y a des bonnes surprises aussi. Heureusement, parce que sinon, je ne pourrais pas tenir. Il y a quelquefois des choses intéressantes qui se passent. Je sais pas, des opérations d'extension urbaine qui sont très bien faites, qui sont bien intégrées, qui fonctionnent bien. Peut-être que je vais avoir des haies qui repoussent par endroits, parce que j'ai photographié des haies qui ont été replantées, ou des endroits où peut-être on va en replanter. Donc il faut aussi être positif. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, oui, une étrangeté dans ce métier. Parce que moi, je lis aussi en même temps que les paysages, donc je vois comme ça des choses qui évoluent. Et c'est très péréquien. Je crois que Pérec avait un projet qui s'appelait Lieu, dans lequel il voulait retourner au même endroit pour écrire et raconter ce qui s'y passait, donc revenir comme ça sur ces lieux. Et il s'est rendu compte au bout de quelques années, ce projet n'a pas abouti, il s'est rendu compte au bout de quelques années qu'il n'y avait plus rien à dire. C'est-à-dire qu'il est retourné devant le café à Ménilmontant, où il avait adoré, et puis il n'y avait plus rien qui sortait, donc il a abandonné le projet. Moi j'ai l'impression que j'aurais toujours des choses à voir, en tout cas, parce que je suis toujours surpris par les paysages. Et en fait, être photographe, finalement, c'est être un toxicomane de la surprise. C'est-à-dire que quand vous allez quelque part, que vous reconduisiez une image que vous avez faite vous-même déjà, ou quand vous en fassiez une nouvelle, il y a toujours des choses étonnantes qui vont arriver, en fait. C'est de ça dont on se nourrit quand on est photographe. Voilà. Et vos surprises sont qu'à voir ici, dans l'exposition aux archives départementales et dans le livre qui l'accompagne d'après photographie par édition en filigrane. Et donc, il y avait l'éditeur à la sortie de la salle pour l'acheter et vous le faire dédicacer. Michel Collin, Michel Coquel et Guillaume Bonnel, merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous et bonne soirée. Merci beaucoup.